Ce projet a été en très bonne partie réalisé par Antoine Dujol, qui est étudiant de doctorat et qui ne pouvait pas être là ce matin malheureusement, et Isabelle Robert-Martel, qui est avec nous virtuellement. Donc, c'est une revue de littérature qu'on a conduite sur les répercussions de l'intelligence artificielle dans le monde de la gestion des ressources. Donc, à la fois sur la fonction RH et sur les pratiques RH. C'est un projet qui a été réalisé propulsé par le Tech3 Lab, qui est un laboratoire de technologie de l'information ici à l'école, et qui pilote un projet de grande envergure sur l'intelligence artificielle responsable dans toutes sortes de disciplines, donc une trentaine de chercheurs, c'est très multidisciplinaire, ce grand projet-là. Et donc, nous, sous ce projet-là, on porte le volet GRH. Donc, la revue de littérature, c'était le premier mandat qu'on a eu dans le cadre de ce projet-là, de conduire une recension des écrits sur ce qui se dit, sur ce qui se fait empiriquement sur l'IA responsable en GRH. Donc, pas seulement les répercussions de l'IA et les usages de l'IA, mais comment on implante ou non les pratiques d'IA responsables en GRH. Je vais parler très rapidement de l'introduction méthodologie, mais je veux vraiment qu'on passe le plus de temps possible sur les résultats et sur les conclusions de ce type de littérature. D'abord, j'écoutais Dominique Méda ce matin parler des promesses non tenues de l'intelligence artificielle dans la capacité des organisations à offrir un travail de qualité. J'écoutais Dominique Méda ce matin dire ou rappeler les promesses non tenues de l'intelligence artificielle dans la capacité des organisations à offrir un travail de qualité. Puis, si on remet ça dans une perspective GRH, les acteurs de ressources humaines sont parmi les principaux acteurs qui peuvent faire en sorte que les organisations peuvent offrir un travail de qualité. Donc, c'est intéressant dans cette optique-là de regarder les répercussions de l'IA, les promesses tenues ou non de l'IA sur la GRH. Bon. Quand est arrivé ce mandat-là, ce nouveau mandat de conduire une revue de littérature sur l'intelligence artificielle en GRH, moi, j'étais très sceptique parce qu'il existe déjà beaucoup d'écrits, déjà beaucoup de choses. Il y a des livres, certains livres, il y a beaucoup de documentation, des articles de revues de littérature publiés dans les bonnes revues. En fait, là c'était le premier article en 2019. Mais de ce temps-là, il y a une quinzaine de publications, juste de revues de littérature sur l'IA en GRH dans les bons journaux, etc. Donc, moi, je me disais, quelle est la valeur ajoutée d'en faire une nouvelle? Et ben finalement, après coup, j'avais tort, parce qu'il y avait une valeur ajoutée. Donc, il y a certaines limites dans la littérature, notamment le fait que ces revues-là sont essentiellement narratives, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'appuyer en bonne partie sur des discussions conceptuelles, toujours sur des présomptions, des promesses. Donc, il y a un fossé quand même assez important entre les discussions conceptuelles et les données empiriques, donc les connaissances de nature empirique qu'on a. Donc, première limite. Deuxième limite, c'est qu'on distingue mal la notion d'IA. Donc, en quoi l'intelligence artificielle se distingue des autres technologies qu'on utilise en GRH. La GRH est déjà un domaine technologisé, si on veut. Donc, en quoi l'IA est différente. Donc, on est parti avec ces trois objectifs-là. Donc, d'abord, j'ai regardé les documents empiriques, observé ou examiné les études sur les principes responsables de l'IA en GRH. Et ça a été modifié. L'échantillon est relativement petit. Et puis, finalement, c'est d'évaluer dans quelle mesure l'IA en GRH permet se conjugue avec un travail de qualité. Et ça, c'est sans doute l'objectif pour lequel on apporte moins de réponses, on est plus dans de questions que dans les réponses. Alors, rapidement, la méthodologie. En fait, très rapidement, on avait des mots-clés, on avait des banques de données, on avait des critères de sélection, ce qui nous a conduit à un premier résultat de 1024 études. Et Antoine, en bonne partie, Antoine a publié ça, ce qui nous amène à un échantillon final de 109 études. Et il faut préciser que ce sont des études en majorité, en très bonne partie, c'est pas des études dans des journaux en GRH, c'est des études en ingénierie, computer science, en logistique,
Et donc, c'est à la fois des études qui évaluent les effets de l'intelligence artificielle, mais aussi, je dirais surtout, des études qui parlent de conception d'outils. Donc, c'est les concepteurs des outils d'IA à des fins de GRH qui publient sur la conception d'outils. Premier survol des résultats. Premièrement, on voit qu'il y a des outils qui sont destinés à l'automatisation et d'autres qui sont destinés à l'enrichissement du travail ou augmentation en anglais. Donc, dans cette fameuse dichotomie qu'on retrouve beaucoup dans la littérature sur l'intelligence artificielle entre automation et augmentation, en GRH, c'est un peu des deux. Donc, on n'est pas du tout dans l'automatisation de la fonction RH, malgré qu'il y a des auteurs qui ont des ambitions à ce niveau-là. On est plus dans l'automatisation de tâches, de certaines fonctions, de certaines activités RH, dans le but d'augmenter ou d'enrichir le travail des professionnels RH. On va regarder à la fin là, si ça nous permet dans quelle mesure c'est une promesse qui est tenue ou non. Deuxième grand constat, dans la continuité des technologies précédentes, les algorithmes d'IA jouent un rôle descriptif, prédictif et prescriptif, oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, décrire la performance, le rendement des individus au travail avec plein de métriques, de capteurs, etc. Ils peuvent ensuite prédire la performance future ou l'absentéisme futur ou même les départs. Et en fonction de ça, ils peuvent prescrire. Donc, si on entend recommander, voire même décider des décisions de promotion ou d'embauche. Donc, en continuité avec des technologies précédentes, ce sont essentiellement les trois fonctions qui sont couvertes. Et sinon, l'autre grand constat qu'il faut signer, c'est la très faible couverture empirique pour ce qui est de l'IA responsable. Donc, on va regarder les principes tantôt, mais ce sont des principes qui sont essentiellement discutés et très peu démontrés. Donc, ici, je vais passer rapidement sur les principaux usages, parce que ça demeure descriptif. C'était un des deux grands objectifs de la collecte de données, cela dit. Donc, la grande majorité, la majorité des études qu'on a répertoriées se situe du côté de recrutement et sélection, donc de l'acquisition des talents. Donc, il y a toutes sortes de fonctions de l'IA en acquisition de talents, autant du côté recrutement que du côté sélection, avec beaucoup de promesses, beaucoup d'opportunités, bien sûr, mais en tant que chercheur, on aussi regarder les angles morts ou les points de vigilance. Donc, l'IA permet énormément permet facilement de regarder l'information sur les candidats, notamment sur les réseaux sociaux. Cyber-vetting ou la cyber-vérification. Et ça, il y a certains enjeux éthiques qui sont relativement peu considérés là, dans la littérature. Sinon, il y a toutes sortes de solutions pour évaluer les compétences des candidats avec des niveaux de fiabilité qui sont très variables et relativement peu démontrés. Une chose dont on parle moins, pour lesquelles il y a moins d'études, c'est l'IA dans le onboarding. Quelque chose d'intéressant aussi, la notion de mentor virtuel ou d'accompagnement plus personnalisé des nouvelles recrues. Dans le monde des compétences, là, il y a une révolution qui est annoncée. Hein, s'il y a un domaine où la GRH est censée se transformer à l'ère des nouvelles technologies, c'est en gestion des compétences. Et il y a très peu de choses sur le plan empirique. Comme vous voyez, le nombre d'études est assez restreint là-dessus. Donc, autant dans la nature des compétences que dans les méthodes de développement de ces compétences-là, on est encore essentiellement là, au stade des discussions. Dans tous les processus de gestion de la performance et gestion des talents, il y a pas mal d'études empiriques. Et puis, on voit qu'il y a des solutions d'IA à pas mal toutes les étapes de ce processus-là. Donc, autant dans l'établissement des objectifs que dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs, que dans la prédiction de la performance future des employés, prédiction de toutes sortes de choses. Et là, l'IA est assez performante à ce niveau-là, dans la prédiction. Et si aussi, peut-être un angle mort, c'est dans la montée en popularité de la prédiction des départs individuels, où il y a peut-être un petit risque. Donc, par exemple, ici, c'est une capture d'écran de SAP
tout simplement, mais un module de SAP qui s'appuie sur l'IA et qui permet, vous entrez le numéro d'employé ici, et vous avez son risque de départ individuel. Donc, on entre le numéro de Sarah Perez-Lozon, par exemple. Sarah aurait 70% des chances de quitter l'organisation dans la prochaine année en fonction de tous les indicateurs qui sont présentés ici. Donc, le risque ici, c'est qu'est-ce que va faire l'organisation de cette information-là? Il y a une réaction qui pourrait peut-être être bienveillante, mais il y a une autre réaction qui est certainement moins. Donc, c'est un angle mort à garder en tête pour la santé bien-être, des solutions intéressantes, donc application de corporate wellness apps, et identifier les employés en détresse, on l'a vu dans la COVID, donc à travers, par exemple, l'analyse des conversations sur Teams ou dans les courriels, on pourrait identifier des employés qui sont en détresse et ça nous permet donc, comme organisation, de mieux intervenir. Certains points de vigilance dans la collecte des informations personnelles, par exemple. Dans les corporate wellness apps, les programmes de santé mieux-être qui s'appuient sur l'IA. Si vous voyez, c'est un exemple où on invite les employés à connecter leurs appareils intelligents personnels et ce qui fait en sorte que les gestionnaires et les membres de l'équipe ont accès à la qualité de sommeil, qualité de l'alimentation, etc. de tout le monde. Donc, bien sûr, il y a des enjeux ici au niveau de la vie personnelle, de la ligne entre la vie et le travail, etc. Rémunération, je le passe parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc maintenant, pour ce qui est des principes de responsabilité, les données ne nous permettent pas de démontrer dans quelle mesure ces principes-là sont appliqués ou pas. Les données nous permettent de faire émerger, donc de nommer ces principes-là, parce qu'on en discute dans la littérature, mais on sait très peu de choses sur la mesure dans laquelle ils sont appliqués ou ils sont mis en application dans les outils. Donc, vous voyez, c'est des principes d'IA responsables, là, pour ceux qui les connaissent, qui s'appliquent à d'autres disciplines. C'est pas des principes, c'est des principes génériques, en fait. Donc, la transparence, la confiance. Il y a beaucoup d'études, cela dit, sur la confiance des candidats, paradoxalement. On parle beaucoup plus de la confiance des candidats envers les outils RH que de la confiance des professionnels RH qui sont en fait des utilisateurs de ces outils. Étant donné le temps qui passe, là, je vais peut-être parler seulement de la professionnalisation des RH parce que c'est un principe qui, moi, m'interpelle, dont on parle peu. Il y a un danger qui est évoqué dans la littérature, un danger de déprofessionnalisation professionnel RH par le biais d'un effet GPS ou d'une perte de vigilance. Donc, quand l'outil est trop performant et nous aide beaucoup, ben, le professionnel a tendance à réduire sa vigilance, à se fier un peu trop, en anglais on dit over-reliance à l'outil. Et puis, ça crée une perte d'expertise à moyen et à long terme. Donc, comment en GRH on peut éviter ça? Parce qu'on ne veut pas que les acteurs RH deviennent des opérateurs ou des superviseurs de machines ou de systèmes. Donc, comment on peut maintenir la professionnalisation des RH pendant que les outils d'intelligence artificielle montent en popularité? Bien sûr, il y a toutes sortes de considérations d'intégrité et de dignité. En conclusion, est-ce que les promesses de l'IA sont tenues? On s'entend pas vraiment entre les membres de recherche, de l'équipe de recherche déjà. Donc c'est pour ça qu'on s'est amusé à mettre des petits émoticônes un peu évasifs. Les 5 grandes promesses de l'IA qui sont évoquées dans la littérature, elles sont là, donc de rendre la GRH plus stratégique. Déjà, on peut se demander stratégique aux yeux de qui bénéficie de cette hausse de stratégie-là, ou comment on définit ici la stratégie essentiellement, c'est pouvoir chiffrer la GRH, mais à qui ça profite? C'est là une vision sans doute un peu plus productiviste de la GRH. Maintenant, rendre la GRH plus flexible, personnalisée, peut-être que oui. Mais déjà, la flexibilité des systèmes d'IA n'est pas toujours optimale. Hein. C'est souvent des systèmes très rigides où même les concepteurs ne peuvent plus intervenir. Personnalisation de la GRH, c'est un gros enjeu. Est-ce que c'est une direction qui est souhaitable? Est-ce que ça se concilie avec les principes d'équité et d'égalité, par exemple? C'est une autre question.
libérer les professionnels RH des tâches routinières et chronophages, ben on ne sait pas. En fait, on sait pas. Tout reste à faire ici en termes de données empiriques. Prendre des décisions plus justes, plus objectives. Est-ce qu'on a intérêt, comme discipline en GRH, à évacuer cette zone de subjectivité alors que nos décisions s'adressent principalement à des humains? Et est-ce que l'IA permet de rendre des décisions plus justes? Comme vous savez peut-être, il y a tout un immense débat dans la littérature à ce niveau-là. Et on n'a pas, dans aucune discipline, on a la preuve que l'IA permet des décisions plus justes, oui, 0 minute. Et l'implantation responsable de l'IA, ben, comme on l'a vu, tout reste à faire également. Donc voilà, je serais ravi d'entendre votre opinion là-dessus parce que, comme je disais, même entre les membres de l'équipe de recherche, puis Isabelle pour en témoigner, et puis Antoine qui vient de se joindre à nous, ben, on avait des petits échanges intéressants à ce niveau-là. Je vous remercie.